Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce séminaire du pôle santé HEC Montréal. Avant de passer la parole à notre directeur Denis Schoenvert, nous nous permettons de vous rappeler que ce séminaire est enregistré et nous vous demandons, si possible, puisque vous êtes nombreux et nombreuses, de bien vouloir couper votre son pour laisser la place à nos panélistes. Denis, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Michael. Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous ce midi pour ce séminaire tant entendu. Donc, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui, je dirais, un volet un peu différent de nos séminaires habituels. On a décidé plutôt d'opter sur un format panel. Donc, je pense que ça va être intéressant d'avoir plusieurs points de vue sur un sujet si important. Le titre de ce séminaire, du plan au patient, donc comment réussir à développer avec réussite des grands projets d'infrastructure hospitalière. Donc, on sait qu'il y a eu plusieurs grands projets dans l'histoire du réseau de la santé au Québec, donc que ce soit le CHUM, que ce soit l'agrandissement de Sainte-Justine, le nouvel hôpital à Vaudreuil-Soulanges ou encore le chantier du CIUS de l'Est de l'île qui doit voir le jour éventuellement. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Jean-François Fortin-Véro ou Véro Fortin. Il y a des gens qui me demandent toujours est-ce que c'est Véro Fortin ou Fortin Véro. J'ai appelé les Jean-François, il va se reconnaître, il n'y a pas de problème. Donc, c'est toujours l'ambiguïté. Donc, on a Henri-Jean Bonnier avec nous qui sera l'animateur de ce séminaire. Donc, Henri il travaille avec nous à l'École des dirigeants d'HEC depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, depuis 2021, il est associé directeur d'Atsom Group Conseil depuis 2014. C'est un expert en transformation complexe. On a avec nous Jean-François Fortin-Véro, qui sera un des panélistes. Jean-François a débuté sa carrière au CHUM. Il a occupé plusieurs postes depuis son début de carrière jusqu'à celui actuel de PDG du CIUS de l'Est de l'île de Montréal depuis 2021. Jean-François, comme je mentionnais d'entrée de jeu, est un ancien étudiant d'HEC Montréal, donc c'est toujours pour nous un honneur de le voir cheminer dans son parcours de carrière. En fait, c'est un modèle pour tous nos étudiants qui cherchent à accomplir des rôles dans lesquels l'impact social est important. Et Jean-François, on est heureux de suivre sa carrière et d'inspirer nos étudiants par sa réussite. Donc, je pense que c'est tout en son honneur d'avoir œuvré dans des domaines pour lesquels la société a tant besoin. Et finalement, Sylvain Villard, qui est avocat et gestionnaire, il a entre autres occupé le poste de directeur général adjoint et secrétaire général du CHUM. Il sera également un des panélistes de ce panel qu'on anime aujourd'hui pour vous. Et donc, je vous souhaite un bon séminaire. Je laisse la parole tout de suite à nos panélistes. Merci beaucoup, Denis. Bonjour tout le monde. Vraiment très content de vous rejoindre de nouveau la communauté. Écoutez, ça c'est une vieille idée, hein, le sujet un petit peu là qu'on vous présente aujourd'hui, qui est né d'une discussion qu'on a eue Sylvain et moi il y a quelques temps, à savoir, c'est quand même des gros projets dont la société québécoise a besoin et vers lesquels on est prêt à investir collectivement. Mais malheureusement, les grands projets, surtout d'infrastructure, ont mauvaise presse. Et en fait, la discussion était autour de, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer la situation collectivement? Et il y a des grands projets qui se sont bien passés. Et on n'en parle pas suffisamment. Et notamment dans le réseau de la santé. Alors l'idée, c'était de revenir sur des partages d'expériences de deux personnes qui en ont fait, comme j'aime à le dire, qui ont les cicatrices, et qui peuvent partager un petit peu des leçons apprises sur ces grands dossiers. Donc, on a séparé le séminaire en trois grandes parties. Le premier, c'est l'identification et la priorisation des besoins réels. Parce que, comme vous pouvez vous imaginer, ces projets-là de plusieurs milliards de dollars, la liste des requis du cahier des charges est absolument incroyable avec le nombre de petits points. Enfin, comment est-ce qu'on passe d'un lit pour un patient jusqu'à la mise en place de ce genre d'infrastructure. La deuxième portion du séminaire va regarder un petit peu comment naviguer cette complexité et gérer l'ensemble des contraintes de ce type de projet-là. Là, encore une fois, pas évident. Et enfin, pour conclure, ça serait de passer du projet, donc du mode projet, à l'opérationnalisation en tant que telle de ces méga infrastructures qui nous servent tant. Donc Sylvain et Jean-François ont généreusement accepté de venir un petit peu témoigner et partager leur expérience
sur les projets que Denis nous a présentés. Et on le sait tous, hein, il y en a qui s'en viennent, il y en a d'ailleurs en cours de construction du côté de l'Ouest, ou encore le fameux Maisonneuve du côté de l'Est de l'île. Donc des sujets vraiment d'actualité. Alors, sans plus tarder, je vais donc interroger donc mes deux panélistes. Ça se veut une discussion, quelques questions. Et encore une fois, toutes et tous, je suis sûr que vous allez rester sur votre faim. On doit malheureusement minuter la discussion, comme vous le savez. Mais en tout cas, on l'espère pouvoir vous donner quelques idées pertinentes. Alors, la première, donc première partie, l'identification et la priorisation des besoins réels dans le cadre de ce genre de projet-là. Et ce que j'aimerais poser comme question, puis peut-être, Jean-François, tu pourrais ouvrir la discussion. Euh, Comment des organisations comme un SUS, où on a plusieurs milliers d'employés, il y a quand même une gouvernance assez complexe avec le ministère Santé Québec maintenant, etc., l'ensemble des parties prenantes, comment est-ce qu'on arrive à identifier les besoins cliniques essentiels à offrir à la population pour gérer ce type de projet-là? Merci beaucoup pour la question. Je vais me permettre juste, avant de rentrer dans la réponse, de mettre un petit peu d'éléments de contexte, parce que je pense que tout le monde qui est intéressé, tu sais, il faut partir d'un point de départ, je dirais, commun autour des grands projets d'infrastructure. Rapidement, quatre choses qui pour moi sont importantes. La première, il faut être conscient qu'au Québec, on est une société relativement pauvre, historiquement, puis qui a rattrapé. Fait qu'on a construit énormément dans les années 60. Puis on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on a beaucoup d'infrastructures en fin de vie qui ont des besoins. Fait qu'il faut en prendre acte parce que ça fait partie du contexte. Le deuxième élément qui est important avant de se lancer dans les projets qu'il faut savoir, on a une industrie de la construction au Québec qui fait des produits de qualité, mais qui est une des plus coûteuses en Amérique. Donc, ça nous limite dans notre capacité à réaliser des projets. Puis ça aussi, ça fait partie des enjeux quand on arrive, je dirais, à réfléchir à ces grands éléments-là. Deux derniers éléments importants. On est dans un cycle économique difficile. Celui-là aussi vient influencer, là, pas besoin de parler de la guerre en Iran, les négociations commerciales, de l'inflation récente post-COVID, des grands investissements. Fait que, encore là, c'est un autre facteur qui vient, je dirais, mettre l'entonnoir serré. Puis le dernier élément, quand on pense à ça, puis on réfléchit, puis on voit comment on peut faire ça, ben c'est que les citoyens du Québec ont souhaité que les politiciens aient énormément d'influence parce qu'ils représentent leur voix dans le choix des projets. C'est pas toutes les juridictions qui fonctionnent comme ça. Il y a des endroits où les dirigeants politiques choisissent l'enveloppe, puis ensuite c'est la fonction publique qui détermine les projets. Ici, on souhaite que nos dirigeants, nos politiciens, aient leur voix au chapitre. Fait que ça amène dans la pensée aussi des stratégies, des choix, des éléments. Fait que juste pour le contexte, puis tu sais, après ça, il y a plein de stratégies qui découlent. Maintenant, pour les besoins, moi, je dirais là, le premier élément le plus important, c'est d'être capable d'avoir une vue à distance, d'être capable de projeter les besoins cliniques des patients selon la mission de l'institution sur un horizon de 25 à 30 ans. Juste à ce que je viens de dire ça, là, vous comprenez qu'il faut partir des données de recensement, il faut partir d'un modèle démographique, puis à partir de là, faire des hypothèses. Puis, tu sais, là, on rentrons dans le concret, là, c'est quoi l'incidence des différents types de cancers horizon 25 ans? C'est pas simple à déterminer, hein? Il y a beaucoup de variables, tout ça. Fait qu'il faut partir de ces données, je dirais, quasi scientifiques-là pour se donner cette référence-là. Ensuite, il faut venir utiliser la force des grands experts qu'on a dans notre milieu au Québec puis à l'international dans les différents domaines cliniques. Fait qu'une fois qu'on a cette projection-là statistique solide qui détermine un niveau de besoin, il faut venir l'enrichir, la pondérer, la nuancer avec l'expertise des médecins, des infirmières, des cliniciens des différents modèles qui vont dire, oui, OK, la projection sur l'incidence du cancer de la prostate est ça, mais avec les éléments de traitement que je vois venir, je pense qu'il va y avoir telle modulation ou tel type ou tel. Puis là, ben, on vient préciser, puis tu sais, on comprend qu'il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de discussions, c'est pas parfait. Bon, là, ça nous permet d'avoir une base de départ qui est scientifiquement solide. Par la suite, dans la logique de ça, il faut se faire challenger.
Puis là, se faire challenger, ça peut être dans le contexte actuel avec le siège social de Santé Québec, ça peut être le ministère, ça peut être d'autres groupes externes pour être sûr que les hypothèses qu'on fait sont à la fois réalistes, ambitieuses, euh, puis aussi raisonnables. Parce que, tu sais, entre le désir et le souhaiter et la capacité, il faut aussi arriver à quelque chose qui est dans le domaine du possible par rapport. Puis après, puis je vais laisser Sylvain réagir, mais après, ce qui est important, c'est de venir, une fois qu'on a ça, là, il faut regarder l'ensemble de notre organisation de services, puis voir les gains de performance potentiels qu'on peut aller chercher pour venir, encore une fois, réduire peut-être un peu l'ampleur. Quand je dis ça, de quoi je parle? Ben, est-ce qu'on est capable d'avoir un impact sur la durée moyenne de séjour des patients qui vont être hospitalisés dans la future infrastructure? Parce qu'on va avoir moins d'infections nosocomiales, parce qu'on va avoir des nouvelles techniques de soins. Puis si on est capable, ben, on diminue le nombre de lits. Est-ce qu'on est capable d'augmenter les soins à domicile pour être sûr qu'il y ait moins de patients en attente d'hébergement dans l'hôpital? Est-ce qu'on est capable, là, je pourrais continuer, là, je donne des exemples concrets, donc d'amener de la performance au-delà de la vision clinique et des projections des besoins. C'est la dernière étape qui, une fois qu'on a fait tout ça, là, on arrive à avoir un besoin clinique identifié, réaliste, pragmatique, sur lequel on peut avoir des interactions. Merci Jean-François. Sylvain, je pense que tu veux réagir, Jean-François a hein. bien, Jean-François a bien résumé, c'est qu'on parle du besoin population, comme il l'a mentionné, c'est sur un territoire aussi qui nous est affecté. Je vais donner des exemples. C'est bon, puis juste pour imager un peu ce que Jean-François parlait, en obstétrique, ça. Quand on a commencé, il y a fort longtemps, les femmes qui accouchaient étaient à l'hôpital pendant 3 ou 4 jours. Maintenant, c'est en bas de 48 heures, comme les juin, c'est 40 heures après un accouchement, à moins de problèmes particuliers. Donc, ça réduit, puis est-ce que le temps va continuer à être comme ça dans toutes les spécialités, hein? Donc, plus vous avez de spécialités, déjà, il faut négocier toutes les spécialités qu'on va avoir. Dans ces surspécialités-là, il faut aussi négocier les autres hôpitaux, parce que les autres hôpitaux veulent aussi offrir des spécialités. Donc, Maisonneuve-Rosemont en a quelques-unes. Je me souviens de débats à l'époque où le CHUM disait, ben, je veux ceux-là, mais il était déjà à Maisonneuve-Rosemont. Puis là, on disait, ben, on va pas aller découvrir Maisonneuve-Rosemont pour les ramener au CHUM. Ils sont déjà bien équipés, ils sont bien. Donc, il y a beaucoup de débats sur les besoins. Et comme je vous dis, je prends l'exemple de l'obstétrique, c'est le nombre de lits va dépendre du nombre d'accouchements aussi qu'on va chez nous. Pourquoi le CHUM sur de l'obstétrique, qu'on ne pense pas que c'est de tertiaire ou quaternaire, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont des problèmes très particuliers, mais sur le nombre, c'est probablement 150, 200 accouchements au CHUM qui sont très, très compliqués pour les soins de la femme. Si c'était le soin à l'enfant, il s'en va en Seine-Justine. C'était déjà réglé. Et maintenant, vous ne faites pas un département d'obstétrique avec 200 accouchements compliqués. Ça vous prend assez de gynécologues puis d'intervention. Ça vous prend un minimum de 2000 accouchements pour avoir un département d'obstétrique. Alors, tout ça va se faire dans chacun des départements, des services. C'est négociation avec les médecins, négociation avec Santé Québec ou le ministère. Les autres hôpitaux vont intervenir pour établir le besoin. Et c'est ce besoin-là qu'on va traduire tantôt dans la deuxième étape, parce que c'est dans un programme fonctionnel et technique. Donc, à l'époque, nous, oui, je vous rappelle qu'il y avait le CUSM et il y avait le CHUM en même temps. Les discussions sur qui allait avoir quoi ont été un peu difficiles entre les deux groupes médicaux. C'était le docteur Bureau qui était le vice-recteur, qui était le recteur, pas le recteur, le doyen de la faculté de l'Université de Sherbrooke de médecine, qui est venu arbitrer pour le gouvernement. Ça a été une période difficile. Mais une fois qu'on a arrêté ça, là, on a déjà, je présume qu'au Maisonneuve-Rosemont, que vous êtes à la fin, cet exercice-là est fait. Mais quand on dit qu'il est fait, si on prend 4 ans pour prendre la décision de construction, ça évolue ce 4 ans-là. Alors, il va falloir faire les ajustements à ce sens-là. Peut-être Absolument, hein. rajouter. Est-ce qui vous est... Oui, vas-y, Jean.
Ben, peut-être ajouter à ce que Sylvain vient de mentionner, là, puis j'ai vu dans le chat là, un premier élément où j'ai pas nommé spécifiquement tout à l'heure la santé publique, là, mais c'est fondamental. Puis, tu sais, on a vraiment utilisé les données de santé publique pour être capable de se projeter tant dans le projet du CHUM que celui d'HMS. On est dans les grands projets d'infrastructure. Également, dans les arbitrages, il y a des arbitrages, tu sais, de réseau, puis je pense que Sylvain les évoquait très, très bien. Là, il faut être conscient des masses critiques d'expertise, puis être capable tu sais, dans le contexte d'HMH, je vais nommer celui-là, on est resté dans nos créneaux d'excellence. Ophtalmologie, néphrologie, hémato-oncologie, thérapie cellulaire, puis on a consolidé avec une vision. On s'est pas dit on va profiter de ça pour élargir. Le CHIM a déjà un bon rôle, les autres ont déjà un rôle. Fait que ça, c'est important. Mais il y a aussi des arbitrages internes. Donc, puis ça aussi, ça prend une gouvernance solide pour être capable de les faire puis des fois, c'est dans le même secteur. Tu sais, par exemple, est-ce qu'on fait de angiologie interventionnelle aux soins intensifs ou on le met en imagerie médicale? Ouais. Puis pour faire des masses critiques. Fait qu'il y a aussi ce niveau-là de réflexion clinique il y a des deux côtés, il y a des avantages, des inconvénients, puis il faut réussir à trancher. La bonne façon de le faire, c'est de le faire avec les équipes cliniques et médicales, puis d'avoir une gouvernance avec une co-gestion, tu sais, qui peut pas se construire dans le projet, qu'il faut qu'il soit déjà présent dans la culture, puis en amont de ces projets-là, il faut la travailler. Parce que sans ça, il y a trop d'arbitrage et de décisions difficiles. Puis là, des fois, ça peut déraper. Fait que ça aussi, ça fait partie dans la phase de planification des ingrédients essentiels. Puis Sylvain le disait, le rythme aussi, hein, tout ce qui traîne se salit. Il faut réussir à avoir un certain rythme. Sinon, malheureusement, le travail est à reprendre. Puis ça, c'est notre enjeu là, actuellement, d'être capable de maintenir un rythme souhaitable pour, euh, pour livrer en fonction des besoins cliniques. Tout ce qui traîne se salit. Je l'aime bien, celle-là. Je paraphraserai. Mais alors, c'est sûr ce que vous dites, bon, ça a l'air simple hein, quand vous l'exprimez. Néanmoins, vu le nombre de personnes qui interviennent sur ce genre de dossier, puis j'aime le point sur la gouvernance hein, qui doit être préliminaire au projet en tant que tel, parce que sinon on n'arrivera pas à la mettre en place dans le projet. Euh, Combien de temps, là, d'après vous, là, puis je sais que vous avez déjà mais peut-être pour nos participants, hein, combien de temps ça prend entre le moment où, ah, on se dit, il y aurait peut-être un besoin, et finalement l'ouverture aux patients, ce genre de projet de construction d'infrastructure? L'ouverture Ben, aux patients, tu veux dire de l'ouverture comme telle? Oui, Moi, je on rappelle, accueille le premier patient, j'ai mettons. pris le projet du CHUM, mais c'est en février 2002. Hein? Et on a octroyé le contrat du CRCHUM en mai 2010 et celui du CHUM, parce qu'il y avait deux contrats, en juin 2011. Mais à travers ça, il ne faut pas prendre ce délai-là. Il y a eu, dans le cas du CHUM, deux importants débats, outre que les besoins là, que la population peut regarder. Le débat s'est posé sur où on construit le CHUM. Ensuite, il était un débat immense ça, avec commission parlementaire, commission Mulroney-Johnson, Saint-Pierre et une autre commission. Donc ça a été tout un débat. Après ça, je vous rappelle qu'il y a eu un débat de Mme Jérôme Forget sur la réalisation du CHUM, le mode de réalisation du CHUM qu'elle faisait la promotion en partenariat public-privé. Ça aussi, il y a eu tout un débat. Madame Jérôme Forgette, durant ce débat-là, elle nous racontait qu'elle avait visité beaucoup de cuisines d'hôpitaux, d'hôtels, parce qu'elle ne pouvait pas rentrer par la porte en avant parce que les syndicats étaient là. Donc, elle rentrait par la porte aussi des cuisines assez pour aller faire ses discours. Hein. Donc, il y a eu des débats importants qui ont allongé le délai d'octroi des contrats. Je vous bien dit, là, je parle d'octroi des contrats. Le CRCHUM, c'est un contrat de 42 mois, c'est livré en 42 mois plus tard. Le CHUM est en deux volets, donc 2018-2021, non, à peu près. Donc, mais il y a une volonté politique aussi en arrière. Euh, et des fois, les délais dépendent de la volonté politique.
heureusement ou malheureusement, comme Jean-François disait, les politiciens Mhm. sont bien mêlés de ça. Des fois, bon, ben, ça peut retarder ça. Euh, Peut-être C'est ça. en complément, tu sais, je pense que chaque projet, malheureusement, au Québec actuellement, il n'y a pas de délai standard. Ce qu'on peut se dire, là, dans un projet majeur d'infrastructure, le délai de construction va être de 5 ans, 6 ans. On est dans ces eaux-là, tu sais, la construction là, de telle quelle. Construction. La phase la plus longue n'est pas la phase de construction, paradoxalement, c'est celle qu'on vient de parler, c'est la phase de planification. Puis la phase de planification, elle est complexe et difficile à cause de l'arbitrage des ressources. Tu sais, je vais donner l'enjeu de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les projets initiaux de l'hôpital de modernisation datent de 1995. Donc, tu sais, les premières versions là, d'origine. Donc, tu sais, on est vraiment dans des différentes moutures, différentes idéations de cette projection-là, mais l'idée, puis pourquoi c'est difficile, ben, à la fin, les très grands projets, ce qui arrive, c'est leur envergure qui rend ça difficile pour le gouvernement. C'est pas le besoin, je pense que les Mhm. gens le reconnaissent rapidement, ça, c'est pas un enjeu, mais c'est le coût d'opportunité. Je vais le traduire, là. Mettons, du côté de l'Est de Montréal, on a fait un bloc opératoire pour l'hôpital Santa Cabrini, qui est un hôpital important. 150 millions, 8 salles d'op, ça va ouvrir à l'automne, ça s'est bien passé. Mais à 150 millions, si on dit qu'HMR va être 5 milliards, vous voyez le nombre de renoncements, c'est 30 blocs opératoires ou c'est 50 écoles. Donc, tu sais, c'est là que Ouais. le coût d'opportunité dans ces très grands projets-là, il faut être sûr d'amener de la valeur pour les patients, d'être vraiment sur le X d'un vrai besoin, puis d'avoir tout fait pour optimiser le projet. Parce que, considérant l'ampleur des besoins, puis, tu sais, je le nommais aussi, tu sais, on regarde la santé, mais il faut le regarder, un gouvernement le regarde intersectoriel. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a les routes, il y a tout autres éléments connexes. Fait que c'est ça aussi qui amène. Fait que c'est vraiment la planif, c'est vraiment, vraiment variable. Des projets qui vont plus vite, des projets qui vont moins vite. Mais la réalisation, une fois que la décision est prise, ça, on peut se dire, c'est 5 à 6 ans quand c'est un grand projet d'envergure. Merci, messieurs, pour ces partages. Le temps passe, malheureusement. Il va falloir transitionner sur la deuxième portion, la deuxième thématique. Euh, Donc ici, on voulait un petit peu regarder la complexité de ce type de projet. Je pense qu'on commence à le sentir, hein, des durées quand même extrêmement longues, hein. On parle des cycles de 10, 15, 20 ans, au moins beaucoup de parties prenantes. Puis merci pour la clarté de la prise de besoin, là, d'où le besoin vient, comment est-ce qu'on arrive à peu près à calibrer le scope de ce qui est à livrer. Maintenant, je suis convaincu, Sylvain, que le projet ne s'est pas fait, enfin tes projets ne se sont pas faits sans douleur. Il y a eu quelques défis, j'imagine, en cours de route. Pour toi, quels ont été les principaux défis de la réalisation, par exemple du CHUM ou d'un autre projet? le principal défi, c'est que le directeur de projet a à faire, en tout cas que je conçois, c'est c'est protéger c'est protéger ces équipes d'ingénieurs et autres et d'intervenants à l'interne, c'est des interventions des nombreuses parties prenantes. Nous sommes lobbyés à droite et à gauche et de toutes formes, là, je veux dire, de fournisseurs, de firmes extérieures, du corps médical, infirmières, des regroupements populationnels et gérer la communication, puis protéger ses équipes parce que ils écoutent quelque chose, puis là, ils disent, ah, faut-tu que je change ci, faut-tu que je change ça? Mais là, on s'est entendu sur le besoin, on vient de parler de besoin, puis là, tu as un groupe, qui intervient dans les journaux, puis là, tu as une pression pendant 2, 3 semaines de ce groupe-là dans les journaux, les médias prennent ça. Ah, donc, de protéger tes équipes et de garder une vision stable, pour que les autres puissent continuer à travailler puis livrer ce qu'ils ont à livrer est une tâche importante. Moi, je me souviens dans le CHUM, on appelait ça le Grand Chelem, là. Le Grand Chelem, on faisait la presse, le Journal de Montréal, la Gazette et le Devoir 3 fois par semaine. C'est le front page.
comprenez que nos équipes, eux autres, ils lisent ça, là. Puis là, ils viennent te voir, puis là, il faut te changer, faut-tu là, de garder la vision, la stabilité dans les équipes, la mobilisation aussi, parce que des fois, les nouvelles ne sont pas tout le temps mobilisatrices pour nos équipes, même au contraire, démobilisatrices. Donc, de garder ça pour l'équipe de gouvernance du projet, là, c'est très important. C'est un défi important. Parce que du monde qui est rentré dans mon bureau, là, puis là, il avait lu les nouvelles le matin, là, puis là, il était tout énervé, des calmés, parce qu'on a du très bon monde dans ces équipes-là. Mais ils sont influencés assez par tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors, de Bien sûr. garder le cap parmi les nombreuses crises, là, je pense à Maisonneuve, Rosemont, combien d'annonces, combien de déceptions, combien ici, combien ça. On a vécu la même chose de Sochen. À garder le cap, garder la vision, le monde là-dessus, et c'est ce puis de nombreuses parties prenantes. Il y a probablement 40, 45 groupes que j'avais identifiés à l'époque qui sont en lobby constant pour. Puis, puis ils ont des bonnes idées. Mais on ne peut pas toutes les Ouais, prendre. ouais. Il faut savoir dire non, hein, dans ce type de projet-là. Jean-François, de ton côté? Moi, je dirais, plutôt que parler là, tu sais, des éléments comme ça, j'irais d'abord sur ce qui est le plus important pour moi quand on veut gérer ça. Le premier, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la gouvernance. Fait que pour tous ceux autour de la table là, qui sont en train de réfléchir à ces projets-là, ce n'est pas possible de gérer des projets de cette envergure-là, hein. Puis on comprend, là, on parle de projets d'envergure, on n'est pas dans un projet de rénovation d'une médecine nucléaire ou de mise aux normes d'un secteur d'activité. Là, on est dans un projet d'infrastructure majeur. Il faut une équipe dédiée. Puis il faut une équipe dédiée qui a l'expertise, puis qui est appuyée par la direction générale, donc pour faire les arbitrages, puis pour être capable d'avancer le projet. Pourquoi c'est pas possible de le porter à partir des opérations cliniques? Parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop d'aléas, puis quand on fait ça, on n'a pas de continuité dans le projet. L'enjeu après, c'est d'assurer la réconciliation plus on s'approche près de l'ouverture. On en parlera tout à l'heure, mais ça, je pense que c'est une recette fondamentale à réfléchir. Puis tous les grands projets majeurs doivent se structurer de cette façon-là en termes de gouvernance. Le deuxième ingrédient, c'est de ne pas tomber dans le piège de parler d'un projet d'infrastructure. C'est un projet clinique. C'est quoi la valeur ajoutée qu'on veut donner aux patients? C'est quoi l'augmentation d'offres de services? C'est quoi les résultats cliniques qu'on va obtenir de différents? C'est quoi l'expérience rehaussée qu'on va générer? Ça, c'est pour les patients, mais il faut aussi penser, quand on est dans un domaine universitaire, aux étudiants, aux chercheurs. Puis évidemment, il faut tenir compte des équipes, leur qualité de vie, leur expérience de travail. Fait qu'il faut garder le focus parce qu'on peut tomber dans un piège d'un projet technique d'ingénierie avec des éléments d'architecture, d'urbanisme, de négociation politique. Puis ça, dans le cap, il faut ramener, puis il faut le mesurer, puis il faut se donner des objectifs autour de ça. Sinon, on ne génère pas la valeur. On peut pas, je vais prendre l'exemple de Maisonneuve-Rosemont, là, investir 5 milliards comme société, puis pas avoir à la fin une augmentation significative de l'offre de soins et services puis de la qualité des soins aux patients. Tu sais, c'est inimaginable. Fait que ça, il faut être capable de garder ce focus-là puis garder les énergies. Ensuite, je pense qu'il faut découper puis mettre des activités selon je dirais, les stades du projet pour bien gérer au bon moment les bonnes choses. Moi, quand j'étais au CHUM, la façon dont on l'avait pensé, là, il y avait de la transformation, il y avait de la transition, il y avait du transfert. Puis quand je dis ça, ce que je veux dire, transformation, ben c'est qu'est-ce qui va changer dans l'offre de soins? Qu'est-ce qui va changer dans l'organisation clinique? Est-ce qu'on va rentrer des robots puis automatiser certains processus? Est-ce qu'on va donc on transforme notre circuit du médicament, notre gestion des rendez-vous, on transforme. La transition, c'est quand on s'approche, ça va marcher concrètement comment, qui va faire quoi à l'intérieur du bâtiment, puis on s'assure que tout le monde est bien formé puis prêt. Puis le transfert, je pense que ça part de lui-même. On est vraiment dans la période là, tu sais, c'est très très proche. Mais vous comprenez qu'en termes d'activité de gestion, on n'est pas dans les mêmes compétences dans le bureau de projet, on n'est pas dans les mêmes talents, on n'est pas dans la même intensité, on n'est pas dans la même interaction avec les équipes opérationnelles du quotidien non plus.
Donc, à chacune de ces étapes-là, il faut ajuster notre modèle, puis ajuster les personnes de l'équipe et les compétences dans l'équipe pour être au rendez-vous. Donc ça, pour y arriver, là, ça fait partie des éléments qui, en tout cas pour moi, sont très importants là, pour assurer un succès. Puis la recette n'existe pas. Tu sais, je ne referai pas je dirais le plan de match du CHUM, ce sera pas le plan de match d'HMR, qui est pas le plan de match de Vaudreuil-Soulanges, qui est pas le plan de match du Québec. Donc, à chaque fois, il faut l'inventer, adapté au contexte clinique de l'établissement. Absolument. Parfaitement d'accord là-dessus, que la transformation, nous, au CHUM, on disait on se transforme vers de nouveaux CHUM et non pas, c'est pas il faut se transformer en fonction des besoins puis de tout ce que Jean-François a mentionné au départ. Ben, on se projette 25 ans en avant, puis quelles seront les technologies, puis etc. Ah, donc, c'est fondamental. Mais il faut dire que le CHUM, on avait commencé, nous, déjà en 2002, parce que on avait eu l'expérience de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui était la fusion de trois hôpitaux vers un hôpital et qui n'avait pas effectué la fusion des hôpitaux avant d'arriver dans le nouvel hôpital, mais qui a créé toutes sortes de problèmes. Donc, le CHUM avait déjà commencé une transformation en spécialisant ces trois pavillons pour permettre puis de s'entendre sur l'offre à l'interne de la transformation. Donc, on a commencé ça sous Denis, c'est le directeur général à l'époque, pour cette transformation-là, des façons de faire, de s'entendre vers ça. C'est clair que c'est une transformation. Puis ce qui s'est fait au CHUM était particulier au CHUM avec ses trois pavillons. Ça sera différent pour HMR. Puis je suis totalement d'accord. Chaque cas est un cas d'espèce. J'ai une petite question pour vous, là, parce que ce que vous me dites résonne. Combien de temps dans votre agenda vous dédiez à ce type de projet-là, vous, à vos niveaux de direction sur ces projets? Ben, moi, c'est différent je vais juste répondre avant. Moi, c'était différent. Mon mandat, à moi, au CHUM, j'étais directeur général adjoint en charge, je sais, du projet du CHUM, du nouveau CHUM. Donc, la transformation, la Votre temps plein. planification. Moi, j'étais le directeur général adjoint en charge de ça. Je n'avais pas les opérations du CHUM, mais je me rapportais au DG qui, et au conseil d'administration dépendant assez des dossiers. Donc, je ne faisais que ça, la planification et la réalisation de CHUM. C'était mon mandat avec la transformation et la transition. D'ailleurs, c'est là où Jean-François et moi, on s'est connus. Il était aux ressources humaines. Ce qu'il a expliqué, la transition était très importante. Et d'ailleurs, il a pris charge cette transition-là, ce transfert-là. C'est très bien fait. Jean-François, combien de temps toi, tu dédies à ce type de Ben, pour projet? moi, là, évidemment, dans mon rôle actuel de PDG de l'Est de Montréal, là, le temps varie énormément. C'est-à-dire que, il y a des moments critiques où là, je peux prendre une part très importante de mon agenda à gérer les éléments liés au projet. Puis il y a d'autres moments où mon temps est moins. Mais ce qui est certain, c'est que quand je parlais de gouvernance, là, dans cette phase-ci du projet, l'ensemble des équipes, là, nous, à l'interne, ça s'appelle la DPIM, la Direction des projets immobiliers majeurs, relève de moi. Puis tant qu'on n'a pas suffisamment avancé, tu sais, ça fait partie de mes priorités pour le faire. Très bien. Puis peut-être Merci un beaucoup, élément que j'ai messieurs. pas touché dans les contraintes qu'il faut parler, là, qui est très important, puis c'est surtout dans les opportunités puis les leviers, là. Tu sais, j'ai parlé des éléments internes d'organisation pour le projet, mais on fait ces projets-là au Québec avec un grand partenaire qui est la Société québécoise des infrastructures, qui est différente du PPP de l'époque quand Sylvain parlait de l'expérience du CHUM. Fait que, tu sais, cette société-là a énormément d'expertise, puis on a des très bons professionnels au Québec. Fait que ça aussi, dans, je dirais, l'alliance avec les équipes de projet de la SQI, avec les professionnels qui sont au dossier, c'est fondamental pour se donner des conditions de succès. Fait qu'il faut vraiment, là, un trio, là, Santé Québec, l'équipe locale de l'établissement, la SQI, les professionnels au dossier.
Puis, tu sais, c'est là que c'est important que les aspects contractuels viennent pas nuire à la relation d'équipe entre ces partenaires-là. Parce que, tu sais, c'est ensemble qu'on va faire le projet, puis on va être fiers de ce qu'on a livré à la fin. Fait que ça aussi, c'est très important, là, comme critère de succès. Puis je dirais qu'on est très gâtés, là, du côté d'HMR. Ça se passe très bien. Puis dans nos autres projets de Maison des aînés, puis de Santa Cabrini également. Puis l'autre élément, c'est, tu sais, qu'il faut traiter, c'est le modèle de réalisation de ces projets-là. Bon, le PPP en était un. Il y a le modèle de gérance qui a été beaucoup utilisé pour le CHU de Québec. Puis là, je rentre, tu sais, il y a peut-être des gens cliniques là, qui savent pas ce que c'est autour de la table, là, mais ça change beaucoup avec un gérance ou avec un PPP ou avec un mode RPI là, qui est en train d'être regardé par la SQI aussi, qui sont des modèles contractuels différents pour livrer le projet, mais qui changent toute la période de construction, toute la période de réception du projet pour se donner des conditions de succès. Fait que ça aussi, ça fait partie des éléments fondamentaux qu'il faut bien choisir, bien organiser et bien livrer, là. Mais ça fait partie de ta gouvernance. Les rôles et Merci pour ce responsabilités de complément. chacun sont importants, là. Entre la SQI, l'équipe à l'interne, c'est Santé Québec et les autres. Bon, c'était des groupes différents à l'époque, mais chacun les rôles et responsabilités, la bonne définition dans la gouvernance, puis qui fait quoi, puis qui prend la décision sur quoi est important. Et une bonne coordination est importante là-dedans, certainement. Absolument. Je vois beaucoup de réactions dans le chat et de questions. Peut-être on les prendra à la fin s'il nous reste du temps. Je vois le temps qui file malheureusement. On vous amène à la troisième portion de la discussion qui est justement le passage du projet vers l'opérationnalisation en tant que telle. Donc là, on a vraiment la fin du projet. L'hôpital, ou en tout cas l'infrastructure a été bâtie. On est prêt à ouvrir nos portes. Alors là, peut-être une question pour toi, Jean-François. Les apprentissages de ce type de projet-là qu'on pourrait partager avec la communauté, tant au niveau de l'ouverture, du rodage, que de l'intégration progressive des différents services cliniques. OK. Ben, ça, on est très, très proche. Tu sais, je reviens avec mon découpage de tantôt, là. Transformation, transition, transfert. Il y a des choses qu'il faut faire des années d'avance, qu'il faut planifier parce qu'il y a des impacts sur les locaux, il y a des impacts sur les équipements, il y a des impacts sur les technologies. Puis on ne peut pas décider ça à la dernière minute. Fait qu'il faut être capable d'avoir bien pensé les processus cliniques qu'on voulait mettre en place, faire les bons choix. Puis ça, il faut le faire avec les patients. Tu sais, tantôt, j'ai passé rapidement sur ça, là. Mais dans tous les projets, on l'a fait avec des patients partenaires, en les impliquant dans tous les niveaux de gouvernance, incluant dans les choix. Ça fait partie des ingrédients importants. Fait qu'avoir un projet, tu sais, je dirais des projets prioritaires de transformation bien ciblés des années d'avance. Ensuite, dans les activités de transition, c'est important de d'abord penser à travers les êtres humains. Il faut avoir des réponses concrètes pour les gens qui vont être affectés pour le projet si on veut choisir. Tu sais, je vais donner des exemples concrets. Dans le CHUM, quand c'était créé, ben, on laissait au CIUS du Centre-Sud de l'hôpital Notre-Dame, puis il y a une partie de l'équipe qui restait avec l'hôpital Notre-Dame, puis il y a une partie qui allait dans le nouveau CHUM. Il fallait rapidement identifier c'était qui, hein, les gestionnaires de ces secteurs-là, les employés, puis avoir des réponses très concrètes. Tu sais, les gens voulaient savoir est-ce que je vais avoir un stationnement ou pas. Combien de fois j'ai animé des groupes de discussion sur mon stationnement, quand est-ce que je vais l'avoir, puis qui. Mais c'est pas banal. C'est l'engagement des gens avec le projet. Fait que ça, je dirais à tous les gens autour de la table, prenez le temps d'avoir des réponses concrètes. Si vous n'êtes pas capable, donnez le processus puis l'échéancier. Donc, donner quand est-ce qu'on va y arriver et tout ça. Fait que ça, dans la phase de transition, extrêmement important de faire des tournées terrain dans cette optique-là, jour, soir, nuit, fin de semaine. On peut pas se permettre de le faire. C'est pas des moyens de communication, des sites web puis des affaires comme ça, là, des communiqués. C'est de la présence physique auprès des équipes. Puis là maintenant, si je m'approche de l'activité, il faut former les gens, puis il faut pas tomber dans le piège quand on s'approche de l'ouverture. Souvent, les cliniciens vont vouloir transformer des gestes cliniques, rehausser des aspects de qualité. Quand on est rendu là, c'est plus le temps de faire ça. Il faut être focus sur qu'est-ce qui change dans le nouvel environnement. Fait que s'il y a un code, c'est quoi le nouveau modèle pour répondre au code, mais avec le nouvel environnement physique, les nouvelles distances, la nouvelle localisation des instruments,
si l'appareil a changé, il fonctionne comment le nouvel appareil dans le nouvel environnement. Fait qu'il faut être très, très pragmatique et ciblé. Puis moi, j'encourage tout le monde à faire une grande générale, c'est-à-dire simuler des processus cliniques en amont, puis se donner la chance dans l'échéancier d'être capable de le faire. Donc, on a quelqu'un qui se présente à l'urgence, la personne code, est-ce que les gens sont... Puis on simule, c'est pas, on comprend que c'est pas un vrai code, mais on invite des patients à simuler le code puis à faire ça pour être sûr que ça marche, que les portes s'ouvrent, que les gens réagissent, que les systèmes téléphoniques sont au rendez-vous. Puis là, tu sais, je pourrais décliner là, puis continuer, mais ça. Puis ensuite, il faut planifier correctement la période, tu sais, d'activation avec les gens. Fait que, tu sais, là, concrètement, là, il y a un nouvel environnement physique. Il faut s'assurer qu'il est conforme, mais qu'on évite le piège du tant qu'à y être. Puis ça, c'est la période là où il faut dire aux gens le plus non, parce que là, les gens aimeraient avoir un environnement idéal, mais c'est juste l'essentiel. Puis souvent, un an après, c'est plus nécessaire. Donc, il faut avoir une bonne structure qui dit non à 95% des demandes, puis qui focus les gens sur l'environnement puis sa préparation à recevoir les patients. Fait que c'est ce que je dirais là rapidement et en rafale. Merci Jean-François. En Sylvain? termes de timing, si tu regardes, c'est entre la réception provisoire et la réception définitive qu'on appelle en construction, là. Où est-ce que la réception provisoire, là, on a fait tous les tests sur la bâtisse, les ingénieurs ont tout passé, les architectes. La bâtisse répond aux besoins avec quelques déficiences à la réception provisoire. Mais entre ça, la réception définitive, là, c'est les équipes internes de l'hôpital qui doivent s'approprier le milieu. Hein? Donc, formation, s'approprier le milieu, c'est pour être certain que quand le premier patient va rentrer, ils savent où les instruments ont, ils savent comment ça va. Parce qu'il faut se rappeler qu'un hôpital, là, ça, on en parle souvent sur l'infrastructure, mais un hôpital, c'est une immense logistique d'amener le bon produit au bon endroit pour la bonne personne qui va être là, le bon intervenant au bon moment. Donc, c'est une immense logistique qui est très, très finement pensée, puis le kit, mais que ceux qui y œuvrent, il faut qu'ils connaissent cette logistique-là, il faut qu'ils savent où est-ce qu'ils vont aller chercher leurs produits, puis ces choses-là. Entre la réception provisoire et la réception définitive, c'est un effort très grand. On avait organisé des visites, on a organisé du monde, l'université qui viennent aussi, parce qu'on parle d'étudiants, tous ceux qui vont œuvrer dedans avant de partir ça comme tel. Juste pour le CRCHUM, là, j'ai été plus présent dans le CRCHUM, on avait 6 centres de recherche qu'on amenait dans un seul centre. Donc, on a eu entre la réception provisoire et la réception définitive, on les a amenés tranquillement, un par un, qui prennent place, qui comprennent où est-ce qu'ils étaient, puis etc. Et de partir, c'est ça, avant qu'on aille le premier patient en recherche, c'est qui est rentré, et etc. Donc, c'est, euh, c'est tout un exercice. Puis ça demande beaucoup de formation et beaucoup de temps. Et souvent, c'est dans les budgets. Si on parle tout le temps des budgets de construction, il ne faut pas oublier ce budget-là. On le voit en informatique plus souvent, là, mais il faut le voir aussi dans les nouveaux hôpitaux, la formation, les budgets de formation pour aider à s'approprier le nouveau milieu dans lequel ils vont œuvrer. Et la transformation qu'on a planifiée, là. Peut-être un thème qu'on n'a pas abordé Merci. directement là, en lien avec cette période-là, c'est la réduction d'activité. Ça, c'est extrêmement sensible au Québec, extrêmement sensible pour les cliniciens également, parce qu'on le sait, on a déjà un système de soins qui ne répond pas pleinement aux besoins des patients et de la population. Là, c'est un euphémisme que de le dire. Mais il faut vraiment être convaincu qu'on dessert tout le monde si on ne fait pas bien cette réduction d'activité-là. Puis ça, c'est, tu sais, il faut bien la planifier, il faut être réaliste dans cette réduction-là, mais ne pas la faire, c'est mettre tout le monde en péril, y inclut les patients. Fait que ça, c'est des longues discussions qui sont complexes. Lorsque possible, il faut augmenter un peu la production juste avant, donc voir un peu plus de patients, opérer un peu plus de patients,
puis après se laisser une période, puis reprendre avec une reprise progressive. Évidemment, on ne parle pas des cas d'urgence chronodépendants, là, tu sais, on comprend tous qu'il faut des solutions pour ces patients-là dont la vie est en danger immédiate, là. Mais pour tous les autres, je pense que c'est important de le faire, de bien le faire, de bien le structurer, puis avec les médecins, de le planifier correctement parce que ça a un gros impact salarial pour eux. Hein. Il ne faut pas le minimiser. Ils sont payés à l'acte, principalement, pas exclusivement, mais principalement. Fait que ça aussi, dans leur Mhm. organisation, faut en tenir compte puis être empathique et réaliste sur ces éléments-là aussi, là. De très bons apprentissages. Merci beaucoup, messieurs. Je vais peut-être prendre maintenant une question qu'on a reçue là dans le chat. Donc, une question de Miela Popovici. Vous avez mentionné que la phase de planification est la plus longue. Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret où, malgré cette planification approfondie, des adaptations étaient nécessaires une fois face aux patients? Ben, il y en a plein. En fait, moi, ce que je dirais, là, tu sais, il faut pas. La phase de planification, elle n'est pas longue je- parce que, tu sais, on peaufine les choses. Elle est longue par la prise de décision politique et les arbitrages requises. Fait que, tu sais, commençons par replacer ça, là. Mais c'est très important de bien planifier. Ben, tu sais, c'est souvent dans des petits détails, là, qui vont être plus difficiles pour les patients. Je vais donner un exemple au CHUM. Malgré tous les efforts, à un moment donné, la pente dans l'hôpital au rez-de-chaussée était trop grande. Donc, pour les gens à mobilité réduite avec les chaises roulantes, ça a été mal capté. C'est une question de degré d'inclinaison, là. C'est un petit détail, mais déjà, dès l'ouverture, on a fait «Oups!» Ça, on l'a raté, tu sais. Puis moi, je dirais que ça, c'est un exemple aussi. On a fait beaucoup d'éléments liés au code du bâtiment pour s'assurer du respect, là, de l'accessibilité universelle. Mais le test réel pour des personnes handicapées, quand ils se sont présentés dans le milieu, là, il y avait une multitude d'écarts dans l'expérience vécue qui n'avaient pas été pleinement captés. Fait que, tu sais, c'est dans ces niveaux d'éléments-là, Oui, là, bien sûr. tu sais, on ne frappera pas 100%, mais je réitère que, tu sais, vous l'avez probablement, le Gartner puis Flischberg, là, sur les grands projets qui ont bien documenté. Tu sais, de ne pas escamoter la phase de planification, c'est super important. Puis l'autre chose, puis là, j'espère qu'on va continuer au Québec, c'est d'être capable d'en faire beaucoup des grands projets d'infrastructure parce qu'il y a un apprentissage quand on en fait. Puis là, on a la chance d'avoir eu McGill, Le Chum, Sainte-Justine, Québec, Lanaudière, Vaudreuil-Soulanges, Saint-Jérôme, HMR, l'Outaouais et d'autres, j'espère. Ben, si on fait ça, puis on apprend à chaque fois, on va aussi faire des meilleurs projets, diminuer les coûts, puis rentrer dans les échéanciers, puis éviter ces erreurs de planification-là que je viens d'évoquer, là. Euh, Quand on a ouvert Définitivement. le CRCHUM, c'est une des problématiques c'est qu'on a dans toutes, puis dans tous les hôpitaux aussi que j'ai visités à travers le monde. En termes de difficulté, on a beau essayer de la planifier plus, c'est l'orientation du patient dans ces immenses projets-là. Où est-ce qu'il va, où il va, tout le kit. Au CHUM, ça a été particulièrement bien fait avec de la formation de bénévoles qui aidait dans l'orientation du patient. Et ça a beaucoup aidé. En CRCHUM, on n'avait pas ça, c'était plus des chercheurs, il y avait des étudiants, ces choses-là. Donc, si on avait à refaire, l'orientation aussi est importante. Puis, comment les gens se retrouvent là-dedans. On a beau faire toute la planification qu'on veut, c'est toujours difficile, c'est pour quelqu'un qui arrive dans un centre, dans ces immenses centres-là, de s'orienter, de retrouver à la bonne place. Puis en même temps, au CHUM, on a changé la carte. On avait la carte avant, maintenant on utilisait la carte, la RAMQ, pour s'identifier, les mécanismes mis en place. Donc, ça a fait. On ne l'a pas nommé assez souvent, Jean-François l'a nommé plus souvent que moi, le patient est au centre de nos arbitrages. Quand on doit arbitrer, on doit toujours se retrouver sur le patient parce que tout ce qu'on fait, c'est pour le patient.
hein, pour mieux le traiter, mieux qu'il soit bien servi, qu'il ait de qualité, rapide, etc. Ah, donc, le patient est au centre de nos considérations dans tout et dans nos arbitrages ultimes. Quand ça rentrait dans mon bureau, ultimement, la recommandation, c'était qu'est-ce que le patient devrait. Mais on ne réussit pas à 100%, comme dit Jean-François. Il y a toujours un petit peu assez de difficultés, souvent dû au délai entre la prise de décision de transformation et la réalisation. Il y a toujours des délais qui amènent des transformations aussi qu'on n'avait pas vues. C'est un bon exemple, parce que, tu sais, la disparition de la carte d'hôpital à l'époque, là, tu sais, je salue là, une ancienne collègue, Cécile Lagoutte, qui avait pris ça avec une équipe transversale. Les gens ne souhaitaient pas, tu sais, disons-le, là, à l'interne, les cliniciens, les gestionnaires, enlever la carte d'hôpital, c'était compliqué. C'était pas une priorité. OK? Mais quand on parlait aux patients puis aux usagers, pour eux, alors qu'ils étaient malades, Mhm. inquiets, fragiles, vulnérables, aller faire sa carte, perdre le temps là-bas, revenir quand souvent ils sont à mobilité réduite et tout ça, ben, ça devenait fondamental. Fait que, tu sais, Sylvain l'a bien illustré, mais je voulais redonner du détail là-dessus. Tu sais, c'est des exemples de choix. Du point de vue interne, je dirais, des cliniciens, c'était pas en haut de la liste de priorités. Du point de vue patient, Bien c'était sûr. assez élevé dans la difficulté dans l'épisode de soins. Fait que, tu sais, il faut laisser beaucoup de place à ça. J'ai vu une question dans le chat sur laquelle j'ai le goût de réagir là, sur le dépassement de coûts, tu sais, étant donné là, les décennies, puis qu'est-ce qu'il y en est. En fait, il faut comprendre, là, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Quand on fait l'évaluation préliminaire, là, on n'est pas encore dans un vrai budget de projet. Puis souvent, on passe le dépassement de coût à partir de l'évaluation préliminaire, qui n'est pas une évaluation réaliste de ce que ça va coûter. Fait que des gros, puis là, je parle dans les projets d'infrastructure, là, des gros dépassements de coûts, quand il faut, ne pas comparer avec le budget initial préliminaire, comparer avec le budget final autorisé. OK? Parce que sinon, on est dans le cycle de planification, il y a plein de variables qui bougent, puis on ne compare pas des pommes avec des pommes. Moi, je pense que c'est possible. On a actuellement là, réussi à Santa Cabrini, puis dans nos deux maisons des aînés, avec la SQI, à rentrer en dessous des budgets qui avaient été autorisés, puis à retourner de l'argent au PQI. Donc, ça peut se faire. C'est compliqué à faire. La premier élément, il faut pas rajouter d'envergure au projet. Il faut l'avoir bien planifié en amont. Il faut rester sur ce qu'on a planifié parce que si on ajoute, c'est là que habituellement ça dérape dans les conditions. Donc, tu sais, du point de vue purement, tu sais, budget de projet, je pense que ça se fait. Dernier élément aussi auquel il faut faire attention, c'est que des fois, on parle de dépassement de coûts, mais on a un modèle assez particulier au Québec. Puis ceux qui sont loin de ça ne le savent peut-être pas, là, mais le PQI n'est pas indexé. OK? Fait que le coût de projet, là, si, mettons, l'hôpital HMR se déplace d'un an, ben, c'est à peu près 120 millions de coûts supplémentaires, mais le budget de référence ne bouge pas à cause de l'indexation. Là. Je pense que tout le monde peut me suivre quand je dis ça, là. Mais fait que, tu sais, quand on parle de dépassement de coûts, il faut faire attention puis inclure cette notion-là de l'indexation qui ne bouge pas par rapport au coût de référence du projet, là. Fait que, tu sais, c'est un gros sujet, mais il y a moyen de rentrer dans des balises budgétaires performantes. Je vais juste donner celui du CR-CHUM. Je n'étais pas là à la fin du CHUM, j'avais quitté, mais dans le CR-CHUM, c'était un budget de 470 millions. On est arrivé dedans, puis on avait une réserve budgétaire de 40 millions. On a fini le budget avec 2 millions sur 470, ça, en bas de 0,5%. Donc, on est rentré dans nos budgets, qui était tout à fait normal, 0,5% sur l'ampleur de Mhm. 470. Et on a libéré la réserve de 40 millions qui a été transférée au CHUM parce qu'on ne l'avait pas utilisé. Alors, je ne sais pas le CHUM, mais je pense que le CHUM aussi est rentré dans ses budgets. À l'intérieur de la réserve, là, on a toujours une réserve aussi qui est là, parce que sur un projet de 8 ans, il faut juste comprendre, c'est que il va se passer des choses, puis c'est pour ça qu'on met une réserve. Elle est là, la réserve.
Donc, mais non, je pense on est plutôt bon. C'était que je suis un peu d'accord avec le premier commentaire de Jean-François. Au Québec, c'est le coût de construction semble plus élevé qu'ailleurs. Est-ce que la compétition est assez bonne? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut à ça? Est-ce que les règlements, la réserve, des syndicats ou autres, j'ai pas les explications, mais on constate que le coût est plus élevé. On est capable, et je trouve que c'est une note positive là, pour terminer, on est capable de faire des grands projets en respectant nos délais. C'est possible, et nos budgets. Denis, il me semble que tu voulais réagir. Oui, mais merci beaucoup, Henri-Jean, pour me donner la possibilité de poser. J'avais plusieurs questions, mais bon, étant donné que le temps file, je vais essayer de me limiter à une. Vous avez beaucoup parlé de gouvernance et on sait que les mécanismes de gouvernance des différentes sociétés d'État ou d'organismes publics ou de centres hospitaliers sont beaucoup sous la gouverne du CA, c'est-à-dire le conseil d'administration, a un rôle à jouer dans la gouvernance de ces différentes organisations. Et on sait que beaucoup je dirais, de critiques qui ont été faites sur la qualité, le choix et la porosité des CA dans différentes organisations publiques, qui fait en sorte qu'il est, dans certains cas, plus facile au pouvoir politique de faire de l'ingérence de temps à autre dans ces différents projets. Jean-François en a parlé de toute cette dynamique entre le politique et la réalisation de grands projets. En quoi le CA peut être un contrefort, donc un mécanisme de protection contre un ensemble d'ingérences des parties prenantes qui cherchent chacun à tirer la ficelle et la couverture de leur côté. Comment le CA peut jouer un rôle qui permet de faciliter la réalisation et l'exécution de grands projets comme ceux dont vous parlez? Oui, je veux dire, moi, au CHUM, je peux parler du CHUM, c'est le conseil d'administration, c'est lui qui votait les différentes étapes et qui donnait son appui à ça. Une fois que moi, le conseil d'administration a voté les différentes étapes et que je faisais reddition de compte au conseil d'administration, euh, j'avais l'appui total du conseil. Donc, quand je me présentais devant des parties prenantes qui faisaient un lobby, le corps médical est particulièrement très efficace dans son lobby. Moi, j'étais appuyé par le conseil. Je disais non, c'est là. Si vous avez des représentations à faire, oui, vous pouvez les faire. Je vais les amener au conseil. Mais le mandat est clair, c'est là qu'on s'en va. En plus, je dois dire que le ministère ne cherchait pas non plus à ce qu'on change du jour au lendemain, parce que dès que vous changez, ça apporte euh, des coûts. Donc, je vais donner un exemple très clair. Ces 3 semaines, le lobby de la FMSQ à l'époque, c'était le docteur Barrette qui était là. On est à 3 semaines de l'élection. C'est M. Charest aussi qui représente. L'élection est un peu chaude, je vous rappelle. 3 semaines de là, il y avait un lobby important pour déterminer l'ampleur du CHUM. 2008, il faut se souvenir. Et là, nous, on ne bougeait pas. On était à 700 lits. Je vous rappelle que le CHUM est à 772 lits. Le conseil d'administration, et puis j'avais un lobby très fort, on n'a pas bougé. Ultimement, ce lobby-là, le conseil ne bougeait pas, mais on était bien à l'aise avec notre propre planification. Ça s'est transformé au niveau politique. Et là, le politique est intervenu. On a fini le CHUM à 772 lits au lieu de 700 lits. On a passé de 30 blocs opératoires à 38 blocs opératoires. On a rajouté 2000 mètres carrés en ambulatoire. Mais tout le long, le conseil, lui, n'avait pas bougé tant que c'est le politique qui est venu avec une directive, dire non, on est d'accord. Et bon, M. Charest a gagné avec son élection avec une voix, un membre supplémentaire. Peut-être qu'il a pris la bonne décision, il faudrait lui demander à lui. Mais les conseils sont là quand ils peuvent jouer leur rôle. Et moi, celui du CHUM a joué son rôle à l'époque. Moi, peut-être les conseils, pour moi, tu sais, je le vois pas, parce que dans ta question, il y avait quelque chose de négatif, Denis, que je partageais, que je percevais, pardonnez-moi. Pour moi, là, c'est pas négatif. Tu sais, c'est normal que les politiciens, il faut les amener
à comprendre avec nous, puis les aider dans les décisions difficiles qu'ils ont à prendre. Puis, tu sais, c'est à toutes les étapes, puis dans tous les arbitrages. Fait que, tu sais, il y a des éléments internes auxquels Sylvain faisait référence. Ben, il faut être en partenariat avec notre équipe médicale, puis les impliquer. Puis, la même chose avec le conseil, puis même chose avec le politique. Puis, il faut leur présenter, puis pourquoi, puis on est rendu où, puis c'est quoi les choix qu'on a fait, puis comment ça s'inscrit, puis comment on peut les aider nous aussi. Fait que moi, cet aspect-là, c'est plus un aspect de collaboration, de le faire dans le temps, d'accepter qu'il y a des aléas, mais d'être ferme sur l'objectif. Puis le CA de l'Est de l'île de Montréal a toujours été indemne. Puis maintenant, le CA de Santé Québec, puis le CAE local aussi l'est encore, là. Je pense qu'on arrive à la fin. Denis, le mot de la fin? Ouais, hein? Oui, ben merci beaucoup. Écoutez, c'était très, très, très riche d'apprentissage. Étant donné que, comme vous le soulevez, d'autres grands projets sont à venir, donc de pouvoir tirer profit des expériences passées, de pouvoir capitaliser là-dessus, comme disait Jean-François, pour améliorer finalement la réalisation de ces projets. Je pense que on a tous à cœur d'améliorer les prochains projets. On sait que la situation financière du Québec n'est peut-être pas à son meilleur niveau en ce moment, donc de pouvoir réaliser ces grands projets tout en respectant les budgets et en respectant l'intérêt des patients qui est au cœur de ces grands projets. Je pense que c'est quelque chose qu'on a bien compris de vos interventions et je pense que ça a été riche et profitable pour tous nos membres qui se sont prêtés à l'exercice aujourd'hui de ce séminaire. Donc, deux prochains séminaires. Donc, je vous présente et je vous invite donc le 10 avril prochain. On sort des sentiers battus pour une des rares fois, mais pas la seule. On s'en va vers Stanford. Donc, on va avoir la chance d'avoir une présentation sur l'expérience patient comme responsabilité collective au département de chirurgie de Stanford. Donc, Monsieur Amin Etamad Razaï, qui est le gestionnaire de la qualité des programmes du département de chirurgie, l'école de médecine de l'Université de Stanford. Donc, au Québec, on a souvent tendance à réinventer la roue parce qu'on pense qu'on est une société totalement distincte. Et je pense que de voir ce que les autres font sur des thématiques sur lesquelles on veut développer notre expertise est tout à fait bienvenu de pouvoir s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et qui apporte des succès importants. Donc, je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer qui va être très intéressant. Et notre prochain, suite à celui-là, jeudi le 30 avril, on a la chance d'avoir un de nos étudiants de doctorat qui a gradué là, dernièrement, qui va nous parler des risques et des protections quant à l'épuisement professionnel des gestionnaires de premier niveau dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, jeudi le 30 avril, pour tous les gestionnaires qui veulent mieux comprendre qu'est-ce qui les affecte dans l'environnement hospitalier et dans le réseau de la santé et de première ligne, pourquoi les gestionnaire de premier niveau développe-t-il des problématiques relativement au stress et à l'épuisement professionnel. On aura la chance d'avoir les résultats d'une étude pour l'ensemble du Québec qui nous présentera les résultats chauds de cette étude sur les déterminants. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci à nos panélistes. Merci à notre animateur. Et je vous donne rendez-vous le 10 avril prochain. Bonjour tout le monde, merci, au plaisir. Merci. Merci, bye bye.